Coucou, ça va? Ça fait presque une semaine que tu réponds pas. Je commence à m'inquiéter, Carla. Alors donne-moi des nouvelles, s'il te plaît. Bisous. Le soir, en rentrant de l'anniversaire, il y a quelqu'un qui m'a agressé. Il faut que t'en parles à personne. Ni les flics, ni Arnaud, personne. On peut pas laisser passer ça. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Je peux pas. Stop, ok? Je te dis que c'est rien, d'accord? Hello à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast qui est dédié à mes films. Pour ce tout premier épisode, je vais vous parler évidemment de mon tout premier film, un court-métrage de 15 minutes qui s'appelle Un silence de trop. C'est mon tout premier bébé, ma toute première réalisation, donc forcément il a un petit goût, une petite saveur un peu particulière ce film. Il est très cher à mon cœur, évidemment. Comme tous les autres, mais celui-là, c'est le premier, donc forcément, il m'a marqué. C'est un film que j'ai commencé à écrire pendant ma formation. Alors très brièvement, pour parler de mon parcours, j'ai juste fait une petite formation dans l'audiovisuel en 2020 au CFMS de Lausanne. Et franchement, en faisant cette formation, je savais pas du tout que j'allais me diriger dans le milieu du cinéma. Je dis souvent, le cinéma, c'était pas un projet, c'était pas un rêve, et c'est devenu une obsession. C'est devenu mon terrain de jeu favori. En fait, en tant qu'artiste, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la bonne manière pour moi de m'exprimer, qui est adaptée à mes besoins, à mes envies, et qui me permet d'extérioriser ce que j'ai besoin d'extérioriser, parce que finalement, l'art, ça sert un peu à ça quand même. Donc voilà, pour résumer un petit peu mon parcours, en tout cas, comment j'en suis arrivé au cinéma. Pour en revenir à ce court-métrage, je vais déjà commencer par vous lire le synopsis, pour les personnes qui n'auraient pas vu le film ou ceux qui ne s'en rappellent pas. Si jamais vous voulez voir le film avant d'écouter le podcast, que je vous conseille quand même de faire, il y aura les informations dans la description. Vous pourrez vous aurez le lien pour aller voir le film. Après un apéro d'anniversaire, Carla, âgée de 26 ans, est sur le chemin qu'elle emprunte chaque jour pour rentrer chez elle. Soudain, un inconnu l'attaque puis la viole. Ne souhaitant pas raconter ce qui s'est passé à ses proches, ni même à la police, son silence l'a conduit dans un état très instable. Un simple geste tendre de son compagnon va provoquer une réaction violente et plutôt inattendue. Dans ce premier film, on aborde un sujet assez difficile, un sujet plutôt délicat à traiter. J'en ai pris très vite conscience d'ailleurs, j'avais pris quand même 1 ou 2 semaines avant de commencer réellement l'écriture. Je savais pas vraiment si j'étais légitime de parler d'un sujet aussi fort sans l'avoir vécu, parce que pour ceux qui se poseraient la question, je n'ai pas vécu de viol physique, mais c'est un projet qui est né de mon propre ressenti personnel autour d'une forme de viol qui est plutôt viol mental, d'un sentiment d'être envahi, d'être vidé parfois par des situations, des mots ou des pressions sociales invisibles. Et à travers le personnage principal de Carla, j'ai voulu explorer cette détresse silencieuse, mais qui est plutôt universelle. Sachant qu'on vit dans une époque où la santé mentale est quand même assez centrale. Je pense qu'à moins de vivre dans une grotte, on a tous participé au moins une fois dans notre vie à une conversation sur la santé mentale. Mais bon, même si on en parle énormément, c'est encore très mal compris et voire ignoré pour certains. Et donc avec ce film, j'avais envie de parler surtout du poids du silence, d'où le titre Un silence de trop, de l'impact de ce que le silence peut avoir aussi sur notre vie, mais pas seulement sur la nôtre, mais sur notre entourage, mais aussi la pression sociale qu'on peut ressentir parfois quand on est en détresse et qu'on est face à quelqu'un, un ami, un compagnon, bref, quelqu'un de proche. Il y a une espèce de pression, alors que la relation avec cette personne et que les intentions en face sont normalement bienveillantes, ça peut quand même parfois être très délicat dans certaines situations.
Et là, en l'occurrence, c'est une personne qui s'est fait violer et qui doit faire face à son entourage. C'est assez symbolique, finalement, de commencer ma carrière de cinéaste par la base de ma douleur. Et sachant qu'en 2020, depuis 2020, j'ai fait un énorme travail sur moi, sur mon développement personnel, sur ma santé mentale, etc. Donc commencer ce nouveau chapitre par la base, c'est assez symbolique. Maintenant, quand j'y repense, c'était même pas vraiment calculé. À ce moment-là, je savais pas non plus tout le travail que j'allais faire derrière sur moi. Donc voilà, comme quoi, quand je dis que le cinéma, c'est vraiment mon moyen d'expression que j'ai trouvé qui est le mieux adapté, c'est pas pour rien. On va rentrer maintenant dans le côté un peu plus explicatif de mes intentions. Donc là, il y aura un petit peu de spoil, donc pour ceux, encore une fois, qui veulent voir le film avant, allez-y. On suit donc le parcours de Carla, qui en rentrant chez elle un soir se fait attaquer par un homme. Il la traîne dans une ruelle et la viole brutalement, salement. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen de faire ce genre de choses. Après ce drame, elle est souillée, perdue, elle rentre chez elle, elle s'effondre. Pour cette scène de viol, j'ai fait le choix de me concentrer sur l'audio et pas sur le visuel. Je pense que beaucoup connaissent le fameux film de Gaspard Noé, Irréversible, où là, c'est très difficile de regarder ce film, mais il est quand même très... à mon avis personnel sur ce film, c'est une construction qui est assez ouf. Mais la scène du viol, elle est très dure à regarder parce qu'on voit tout. Et c'est... voilà, je me sentais pas déjà de demander aux acteurs de jouer cette scène aussi crûment. Mais aussi, moi personnellement, je suis très sensible au son. Donc d'avoir une image très sombre, voire noire, mais entendre ce qui se passe sans voir, pour moi, c'était beaucoup plus impactant qu'avoir une image nette et précise sur ce qui se passe réellement. D'ailleurs, c'était vraiment très particulier de fabriquer cette scène, cet audio, parce qu'on n'a pas fait ça sur place. C'est quelques semaines, quelques jours plus tard que deux acteurs, donc l'actrice principale et je crois c'est l'acteur qui joue son compagnon dans le film, qui joue dans l'audio le violeur. Et ils sont partis avec l'ingé son une après-midi dans un théâtre ou une salle de cours où ils avaient leur formation d'acteur. Et du coup, toute l'après-midi, ils ont passé à enregistrer des pistes où ils simulaient un viol. Et je me rappelle très bien, l'ingé son m'a envoyé un audio sur WhatsApp pour me dire « Oui, voilà, on a fait une piste, je pense qu'elle est bonne, mais je te l'envoie, tu me dis, et puis si c'est bon, voilà, c'est fait. » C'était vraiment très particulier de recevoir cet audio. Je me rappelle, j'étais dans le train, j'ai mis mon casque, j'ai mis le volume assez fort quand même pour pouvoir avoir une immersion, d'être un minimum immersé dans le truc. Mais c'était très particulier dans le train et d'écouter un audio d'une simulation de viol pour un film. C'était... je me disais, si les gens autour de moi savaient ce que je suis en train d'écouter, c'est affreux, quoi. Des fois, l'art nous fait faire des trucs vraiment assez farfelus comme ça. Mais finalement, ils ont réussi à simuler au mieux cette scène de viol. Et voilà, au final, le rendu, c'est exactement ce que je voulais. On a une image très sombre. Mais tout se joue sur l'audio. Après cette nuit horrible, le personnage va se renfermer. Donc le film, c'est quasiment un huis clos. C'est voulu pour marquer cet isolement, son combat intérieur, et puis cet étau qui se referme de plus en plus. Elle va avoir une première interaction avec une de ses amies qui s'inquiète pour elle, qui n'a pas de nouvelles depuis plusieurs jours, alors que c'est pas quelque chose de très habituel entre elles de pas se donner de nouvelles.
Donc son ami décide de débarquer chez elle. Et là, ça va être assez tendu entre les deux personnages. Parce que Carla, elle va littéralement, elle va exploser de colère. Parce que son ami la questionne un petit peu trop. Ça part d'une bonne intention, évidemment, mais dans cette scène, ce que j'ai voulu montrer, enfin, les sujets, on va dire, que j'ai voulu aborder, c'est cette capacité qu'on devrait avoir, qu'on devrait développer à être beaucoup plus neutre quand on est face à quelqu'un qui traverse une situation. Alors, je dis pas, son ami n'est pas se doute pas du tout de ce qui s'est passé, mais elle se doute que quelque chose ne va vraiment pas bien pour qu'elle n'ait pas eu de nouvelles. Et je pense que cette neutralité, c'est pas juste être calme, c'est vraiment donner un espace à l'autre, c'est lui donner l'espace de s'exprimer à son propre rythme sans bah voilà, devoir le brusquer ou poser des questions qui peuvent faire parfois plus de mal que de bien. D'où ce que je disais, cette pression sociale face à nos proches qui, voilà, qui sont là, qui nous questionnent, qui veulent savoir ce qui s'est passé, mais qui ne le font pas de manière neutre. Donc les énergies sont forcément en plein combat. Il y a les énergies de Carla qui sont très très fortes. Et donc si nous on arrive avec une neutralité face à une personne qui est en détresse, forcément ça va agir comme un miroir. Et ça va permettre à l'autre peut-être de sentir cette conscience en fait. Et puis aussi il y a la question de se dire est-ce qu'on est vraiment préparé psychologiquement, émotionnellement, etc. à envisager des trucs aussi graves. Genre, enfin, franchement, qui se dit en voyant un proche qui est distant ou un peu bizarre, peut-être qu'elle s'est fait violer. Franchement, on n'y pense pas du tout. Mais quelque part, c'est un point qui malheureusement, enfin, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que ça devrait. Donc finalement, est-ce qu'on devrait pas s'éduquer un peu plus émotionnellement et vis-à-vis de ça? Alors ça veut pas dire qu'il faut se préparer au pire à chaque fois dès que quelqu'un nous donne pas des nouvelles, mais dans certaines situations, peut-être qu'il faudrait avoir ce réflexe de se dire ok, là peut-être que ça peut être une possibilité, comment je peux agir au mieux. Et c'est vraiment malheureux, quoi. C'est pas pour dire qu'il faut être parano et puis tout de suite imaginer le pire, mais c'est juste pour être peut-être plus prêt à écouter et à soutenir la personne. Moi, par exemple, je sais qu'il y a une amie d'enfance qui a subi un viol, qui nous l'a jamais dit, qui l'a révélé à quelques personnes des années plus tard. Et c'est vrai que, enfin, moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'on aurait pu lui donner plus confiance et lui donner cet espace pour qu'elle puisse se confier et pas vivre seule avec ce secret pendant plusieurs années, puis même avec ça toute sa vie. Il y a aussi une autre question que je me suis posée, peut-être un peu plus à la fin du film. En fait, je pense qu'il y a des choses que j'ai écrites, que j'ai mis en scène un peu inconsciemment, mais c'est vis-à-vis de notre propre ego. Enfin, donc le personnage de l'ami qui arrive en posant des questions un peu comme un boulet de canon. C'était fait exprès. Je voulais qu'elles soient un peu incisives, un peu très intrusives. Mais ça soulève la question justement de son propre ego. Souvent, j'ai l'impression qu'on pose des questions et c'est plus pour nous que pour l'autre personne. Dans le sens, on va demander mais pourquoi tu m'as pas écrit? Pourquoi tu m'ignores? Puis nous, on se dit ça m'énerve. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et je pense que ça rejoint le point de la neutralité. Plus on va être neutre face à une situation, plus moins on va faire appel à notre ego
et on va être beaucoup plus prêt et plus compréhensif aussi vis-à-vis et moins maladroit vis-à-vis d'une personne dans ce genre de situation par exemple. Alors après son ami, c'est pas malveillant, son interaction elle est pas venue avec l'intention vraiment de l'engueuler, mais je pense que quelque part il y a son propre ego qui a un peu pris le dessus, aussi parce que elle s'est inquiétée. Mais voilà, je pense que ça nous est tous arrivé, je pense, et on le sait même pas à l'heure actuelle, d'avoir été maladroit vis-à-vis de quelqu'un qui était en fait en pleine détresse, et voilà. Ensuite, on va avoir l'interaction avec son compagnon. Donc elle est en couple depuis plusieurs années avec la même personne. Et lui, il rentre de voyage, il était absent pendant, pendant cette nuit horrible. Donc il rentre complètement, il sait pas. Elle veut pas lui en parler, donc elle fait très bien semblant. Elle se maquille un peu, etc. Enfin voilà, elle se fait toute belle pour accueillir son compagnon. Et lui, il voit pas ce qui s'est passé. Il comprend pas. Il voit juste sa copine, comme d'habitude. Il va même prendre le temps de râler sur son vol, qui est un peu chiant. Il y a un moment donné où Carla, elle sent la pression qui monte, elle va aller s'enfermer dans la salle de bain. On la voit littéralement devenir folle, elle se remémore même le viol. Et lui, derrière la porte, il est en train d'énumérer le menu sur Uber Eats. Il part dans un long monologue sur le choix de ce qu'ils vont manger. Donc il y a un espèce de ping-pong, alors entre très grands guillemets, presque drôle, entre les deux, qui sont complètement dans deux univers différents, alors qu'ils sont dans le même appartement. Mais c'est une scène finalement qui est tellement banale que s'il n'y avait pas l'histoire du viol, ce serait vraiment très chiant. Ce serait vraiment très chiant, parce que c'est très banal. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu faire dans le film, c'est montrer des scènes de vie, mais vraiment plus banales, tu meurs quoi. Et dans cette scène, vraiment, ce que je voulais vraiment mettre en lumière, c'est le paradoxe de l'intimité qu'on peut retrouver dans certains couples, dans beaucoup de couples, je pense. Parce que je me dis, mais comment on peut partager sa vie avec quelqu'un et même pas pouvoir remarquer ce genre de choses, en fait. Et d'être depuis des années avec une personne et être incapable de voir l'autre vraiment, finalement. Parce que là, il la voit, mais il la voit pas vraiment. Le copain, il rentre. Après une semaine d'absence, il est focus sur des détails sur le vol qu'il a fait, qui était un peu pénible. Il est focus sur le menu d'Uber Eats, alors que sa copine, elle vient juste de vivre un viol. Il devrait savoir lire entre les lignes. Ça, c'est aussi un point assez clé du film, c'est, je pense, que nous, en tant que proches, de réussir un peu à lire entre les lignes quand on est face à quelqu'un qu'on connaît en plus extrêmement bien, c'est essentiel. Donc ce contraste que j'ai voulu mettre en lumière, c'est vraiment comment la routine d'un couple banal, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas de mal non plus à avoir de routine, mais finalement cette routine, ça nous déconnecte finalement de l'autre. On est physiquement très proches, il y a une intimité entre deux personnes qui sont en couple depuis longtemps, mais finalement émotionnellement on peut être très éloigné sans s'en rendre compte, quoi. Donc finalement, peut-être que plus on est dans cette routine, plus on a l'impression de se connaître par cœur, moins on se connaît, parce que moins on fait attention à ces détails. C'est comme sa copine là, c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais c'est comme un meuble finalement de son appartement, puis lui il rentre, il revoit ce meuble, et puis voilà, il est content. Et donc on arrive à la fin du film, qui se termine sur une scène, en fait c'est une scène à effet miroir,
entre l'intimité physique, si naturelle dans un couple, mais qui devient un déclencheur traumatique. Parce que le simple fait que son copain vienne derrière elle, pose ses mains sur sa taille et chuchote à son oreille, en fait c'est un miroir avec ce qui s'est passé avec le violeur, vu que la dernière fois que quelqu'un lui a chuchoté à l'oreille, c'était le violeur pour lui dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. Forcément, elle réagit hyper violemment, prête à se défendre avec le couteau. J'ai fait exprès d'interrompre la scène sur ça, puis que ce soit... pour moi, je voulais pas rendre la victime d'un coup meurtrière ou agressive ou quoi que ce soit. Chacun est libre de penser, d'imaginer ce qui a pu se passer. Est-ce qu'elle s'est retenue, est-ce qu'elle l'a blessée ou quoi. Ça c'est... voilà. Mais je voulais que la scène elle s'interrompt comme ça avant un point de rupture, et je trouve ça finalement assez fort, comme le viol commence sur un fond noir avec juste les sons qui sont un peu finalement assez angoissants. Mais cette fin elle illustre vraiment, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, le fossé qu'il peut avoir entre l'intimité physique et émotionnelle. Et je voulais vraiment qu'on s'interroge sur la nécessité du consentement, même dans des relations où tout semble totalement acquis. Je pense que ça met un peu en lumière à quel point l'absence de connexion émotionnelle, ça peut rendre l'intimité physique quelque chose de presque dangereux en fait. Parce qu'il y a une incompréhension, il y a un fossé quoi, vraiment. Et ça c'est... dans cette histoire-là, c'est assez destructeur. Voilà pour ce qui est de mes intentions vis-à-vis de l'histoire, de pourquoi j'ai raconté cette histoire de cette manière-là, avec ces interactions-là. Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment que des interactions très banales finalement. J'ai volontairement voulu me concentrer sur la victime, parce que j'ai l'impression que souvent, en tout cas dans ce que j'ai pu voir dans les films sur le viol, à part dans Irréversible, on se concentre assez souvent sur les problèmes judiciaires, sur la difficulté qu'une victime a à porter plainte, le corps médical, etc. C'est hyper important de mettre la lumière aussi sur ces difficultés-là. Mais moi j'avais vraiment envie de me concentrer sur le ressenti même de cette personne. Et j'espère que le film aura pu vous toucher, ou en tout cas le résumé vous aura donné envie d'aller voir le film si vous ne l'avez pas vu. Il y a quelques personnes aussi qui m'ont posé la question pourquoi j'ai pas mis plus de scènes sur le personnage avant le viol. En fait, c'est tout simplement parce que avant le viol, ce qui s'est passé avant le viol n'existe plus, ou du moins c'est un lointain souvenir pour le personnage. Et je pense que voilà, c'est même pour ça que les interactions vont être très compliquées, parce que ce soit sa meilleure amie ou son copain viennent de qui elle était avant, mais depuis le viol, elle est une nouvelle personne. Et je pense qu'on n'avait pas besoin d'en savoir plus sur elle avant pour de toute façon avoir de l'empathie pour le personnage. En termes d'image, j'ai voulu volontairement avoir une image très propre. Voilà. Bon, on a utilisé des objectifs, des vieux objectifs, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, visuellement, je voulais vraiment des beaux plans. Bon, ça de toute façon, mais voilà, une image, un beau décor. D'ailleurs, merci encore s'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui étaient dans l'équipe technique ou à la déco, ou etc. Merci beaucoup, parce que sans vous, le film n'aurait pas vu le jour. On était quand même une belle équipe. Je crois qu'on était une douzaine, 12-15, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup si vous passez par là. Pour conclure cet épisode, je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, grosse anecdote sur le film, sur comment j'ai choisi les acteurs, et surtout l'actrice principale.
J'ai classiquement, de base, écrit une annonce que j'ai envoyée à des écoles d'acteurs. Alors, Raluca Serban qui joue le rôle de Jessica, je l'avais rencontrée sur un tournage quelques temps auparavant. Et je sais pas, humainement parlant, je trouve que ça matchait bien entre nous et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je lui en parle. D'ailleurs, même sur le tournage même, je lui dis, ouais, je suis en train d'écrire un film, je m'apprête à le réaliser, etc. Je pense que tu pourrais correspondre à tel et tel personnage, etc. Donc finalement, j'avais choisi avant même d'organiser le casting, mais voilà, je décide quand même de voir plusieurs actrices pour tous les personnages, mais donc je revois Raluca en casting, ça confirme mon choix. Hop là, Jessica c'est validé. Le personnage du copain qui est joué par David Erao, lui aussi ça a été très facile. C'est le tout premier que j'ai vu en casting, et j'en ai vu quand même plusieurs, mais voilà, dès le début, je suis convaincu, très vite je prends ma décision, et voilà, on a déjà 2 personnages sur 3, ce qui est déjà pas mal. Il me reste plus maintenant qu'à trouver le personnage principal. Et là c'est le drame. Enfin, ça devient très compliqué. Je vois quand même pas mal d'actrices pour jouer ce rôle. Je crois que j'en vois une douzaine, 12 ou 15, je sais plus exactement. Et c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais moi j'ai une idée très précise de qui je veux. Physiquement même, je cherche une brune, yeux bruns, style méditerranéenne, donc c'est très précis, même au niveau de ses mimiques, sa manière de parler, etc. etc. Et les Carla s'enchaînent, j'ai envie de dire, et ouais, j'arrive pas à accrocher sur quelqu'un. Et puis finalement, je vois une dernière personne, et physiquement, elle est blonde aux yeux bleus, non, pas du tout ce que je cherche, mais au niveau du jeu, il se passe un truc. Je me dis, ah là, je suis un peu plus convaincu qu'avant. Encore une fois, pas que celles que j'ai vues avant sont vraiment mauvaises, mais voilà, c'est pas ce que je cherche, etc. Mais là, bon, ben, cette jeune femme, je me dis, bon, allez, je la prends. Donc, je trouve mon personnage principal. On est au mois de décembre, on tourne le film au mois de mai, donc ça nous laisse quand même pas mal de marge pour se préparer. On fait des répètes, on se voit, on s'envoie des messages, etc., etc. Et puis 2 semaines avant le tournage, elle m'envoie un message pour m'annoncer qu'elle est dans la capacité, pour des raisons personnelles complètement compréhensibles, mais qu'elle pourra pas tenir le rôle, et puis qu'elle pourra sans doute pas le jouer même plus tard. Donc clairement, dans sa décision, c'est pas juste on reporte le tournage, c'est je peux pas. Et encore une fois, c'est vraiment pour des raisons, je vais pas dire pourquoi, parce que voilà, c'est personnel, et puis j'ai pas envie de rentrer dans des histoires politiques, etc. Mais je pense qu'en termes d'excuses, entre guillemets, c'est vraiment le truc le plus what the fuck que je m'attendais à avoir comme excuse. Mais bref. Et là, là, je me retrouve sans actrice principale, à 2 semaines du tournage. C'est mon premier film, j'ai investi quand même beaucoup d'argent. J'ai réuni une équipe de entre 12 et 15 personnes. Je me dis, ok, là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un peu la panique, je vous cache pas. Mais voilà, je me dis, il y a un miracle qui va se passer, tranquille, tout va bien. Et le soir même, David m'envoie un message. Il me dit, oui, je connais quelqu'un qui est dans la même école que moi, peut-être qu'elle pourrait jouer, elle s'appelle Chloé, je sais pas si t'as déjà entendu parler d'elle, etc. Et moi, en fait, je travaille assez souvent, enfin maintenant moins, mais à l'époque, je travaillais souvent comme premier assistant réal, et j'avais rencontré une Chloé sur un tournage qui est très sympa, qui joue très bien, etc. Mais qui correspond pas du tout à ce que je recherche. Et je lui dis direct, non mais ça va être compliqué. Elle est un peu trop âgée pour faire un couple avec toi, donc voilà, c'est gentil, mais ça va pas le faire. De là, il me
me dit ok, bon bah on va trouver, courage, etc. Puis je sais pas si c'est le soir même, quelques heures plus tard, ou si c'est le lendemain, mais je reçois un message d'une personne que je connais pas sur WhatsApp, je reçois un audio, donc je sais absolument pas de quoi il s'agit, mais je regarde sa photo de profil, parce que je me demande qui c'est, puis quand je regarde la photo de profil, je me dis, c'est marrant parce que c'est mon personnage en fait, c'est la Carla. Donc je suis d'autant plus curieux de savoir le contenu du message et puis qui est cette personne qui m'écrit comme ça, enfin qui m'envoie un vocal. Donc j'écoute, et puis là c'est une actrice qui se présente, qui me dit oui bonjour, je m'appelle Chloé, etc. Puis là direct je comprends que c'est la Chloé que David aime parler. Puis je me dis c'est dingue. Puis j'écoute le message un peu sans l'écouter parce que dès qu'elle dit c'est Chloé, je suis actrice, en fait mon cerveau il se déconnecte du message parce que je suis en train de me dire mais attends, est-ce que j'ai trouvé, enfin c'est elle en fait. J'ai même pas besoin d'écouter la suite de son message. C'est elle, j'ai trouvé. Mais bon, j'écoute et tout, et puis elle m'explique la situation. Et puis là, très vite, je lui réponds et tout, et je lui dis salut, machin, j'envoie le scénario, je lui dis de m'envoyer une vidéo d'elle qui joue la scène que j'avais demandé aux actrices de jouer au casting. Elle fait ça très vite, je crois dans le soir, le lendemain ou je sais pas quand, mais très très vite. Et je vois les vidéos et franchement, au bout de 30 secondes, j'étais déjà convaincu, c'était elle. Dans tous les cas, c'était elle. Mon instinct me disait que c'était elle, donc voilà. Donc très vite, je lui dis c'est pour toi le rôle. Puis en même temps, on est à 2 semaines du tournage, donc voilà, j'ai plus non plus d'énormes choix. Mais par contre, c'est vraiment physiquement tout. Physiquement, mentalement, elle a une douceur c'est ça que je cherche en fait. Donc c'est vraiment mon personnage, donc je suis vraiment trop content. Je l'annonce à l'équipe, j'annonce à tout le monde, je dis on est sauvés, j'ai trouvé une actrice, enfin c'est plutôt l'actrice qui m'a trouvé, parce que c'est quand même assez fou. Elle était dans la même école que Davidet, elle a pas vu l'annonce, elle est pas venue au casting, Davidet il me parle d'elle, et je lui dis non, je pense pas que c'est la bonne personne, mais elle au culot, elle m'envoie un message, et comme quoi des fois le culot fonctionne bien, et je la remercierai jamais assez de m'avoir envoyé ce message et d'être allé d'avoir fait confiance à son instinct quoi. Donc là un peu dans l'urgence on fait un zoom avec Raluca et Davidet et puis Chloé. Et voilà, on essaye de répéter, on prend un peu des marques, etc. Mais on est à 2 semaines du tournage, donc c'est quand même assez compliqué. On ne se rencontre pas du tout avec Chloé. On fait que des visios, des coups de téléphone, des messages vocaux, etc. Même pour les tenues, je me rappelle, quelques jours avant le tournage, elle m'a envoyé littéralement toutes les photos des robes de soirée qu'elle avait. Donc c'était plein de moments trop drôles et tellement stressant mais tellement drôle finalement maintenant quand j'y repense. Et donc arrive le jour du tournage et du coup on se rencontre avec Chloé enfin, et là je suis très intimidée, genre vraiment je perds un peu mes moyens presque, je suis vraiment très intimidée parce que je rencontre mon personnage quoi. Ça fait 2 ans que je suis en train d'écrire un film avec un personnage dans la tête, et là elle est là devant moi. C'est mon premier film, donc il y a aussi tout le stress qui va derrière, mais là vraiment je suis hyper intimidé, je lui fais même pas la bise, rien, on se serre même pas la main, rien du tout. Je lui dis timidement ouais là il y a les maquilleuses et tout, tu peux te préparer par là. Mais vraiment les interactions sont très timides entre nous. Et puis le tournage commence, on joue la première scène, et puis là c'est... Et là je me dis oui c'est vraiment elle quoi. Donc je suis encore plus timide, mais un peu toujours de moins en moins, etc. Plus les jours passent de tournage, même les heures de tournage passent, et plus aussi on apprend à se connaître en tant que elle actrice, moi réalisateur, on apprend à communiquer, et en fait on arrive facilement à communiquer ensemble. C'est ça qui va être aussi, je pense, la force du film, enfin en tout cas la force du tournage. Puis moi en tant que réal, pour la première fois, je suis trop content d'être aussi d'avoir
qu'il y ait quelque chose de si naturel qui se passe avec l'actrice principale. En tout cas, ça a été une rencontre assez importante, assez clé, on va dire, dans mon chemin artistique, parce que vous pouvez retrouver Chloé dans mon premier film, dans mon premier clip aussi de danse contemporaine. Et là, encore une fois, elle me proposait ses services et moi je disais non, non, non. Mais au final, sans surprise, c'est la co-star du clip. Donc voilà, d'ailleurs, on a une petite blague entre nous. C'est dans mon téléphone, pendant longtemps, elle était sous Chloé plan B, parce que ça a été le plan B de mon premier film, ça a été le plan B de mon premier clip. Mais maintenant, je vous rassure, c'est Chloé plan A, et je pense que ça restera Chloé le plan A pendant encore de nombreuses années, étant donné que c'est le personnage principal de mon prochain court-métrage, et je suis en pleine écriture de mon premier long-métrage, donc, et ce sera aussi le personnage principal. Enfin, elle fera partie du trio des personnages principaux. Donc voilà, vous risquez de voir Chloé encore quelques temps dans mes productions. Voilà pour cette petite anecdote qui n'est pas des moindres. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je pense que en termes d'anecdotes pour mon premier film, c'est pas mal, c'est assez drôle. Enfin drôle ou pas, je vous laisserai juger quoi. Mais en tout cas, je trouve toujours cool de pouvoir raconter des petites histoires comme ça qui font partie intégrante de l'histoire du film, de tournage, etc. Je vais gentiment conclure cet épisode. En tout cas, merci encore une fois si l'équipe de tournage passe par là ou les acteurs passent par là. Merci à vous tous, parce que sans vous, il n'y aurait pas de film. Même si l'idée vient de moi et que j'ai osé vous rassembler tous autour de ce scénario, sans équipe, sans actrice, on fait pas grand chose, donc voilà, merci beaucoup. Merci aussi à vous qui écoutez. Je sais pas si vous serez nombreux, mais en tout cas merci si vous êtes arrivés jusque là, ça fait plaisir. En tout cas, je prends moi beaucoup de plaisir à parler de mes films, et notamment de celui-là, du tout premier, d'être revenu sur l'histoire. Je vais préparer l'épisode 2 qui sera sur mon premier clip de danse contemporaine que j'ai réalisé. Je pense que je vais varier entre un film, un clip, ça peut être cool. En attendant, vous pouvez, si vous voulez, aller revoir ou voir le film. Toutes les infos sont dans la description. Vous pouvez venir me rejoindre aussi sur Instagram. Il y aura de nouveau tout dans la description. Merci aussi, je fais une petite parenthèse pour eux aussi, aux personnes qui ont fait des donations quand j'avais organisé la cagnotte. Si vous passez par là, merci beaucoup. Ça a été que vous ayez donné 5 ou 100 francs, c'est la même chose. Vous avez mis votre pierre à l'édifice, donc voilà, merci beaucoup. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt dans l'épisode 2. Merci encore. Et portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.